Bonjour à tous. Pendant la majeure partie du XXe siècle, une maison typique coûtait environ 3 fois le revenu annuel d'un ménage moyen. Une pause courte, les gens pouvaient s'offrir un toit avec seulement 3 ans de salaire, et c'était la norme. Mais les choses ont bien changé. Une étude mondiale sur 95 grandes villes révèle qu'aucune n'est plus considérée comme abordable. Même les villes dites normales sont devenues inaccessibles. Dans ces métropoles, une maison moyenne coûte maintenant plus de 5 fois le revenu d'un foyer typique. Et dans des endroits comme Hong Kong, Sydney ou Vancouver, ce ratio n'est pas de 5, mais de 9, 10, voire 14 fois. En face sur les chiffres, ce n'est pas le pire, à Pékin et Shanghai, les prix peuvent dépasser 20 ou même 30 fois les revenus, illustrant à quel point le fossé s'est creusé dans les marchés les plus tendus. Oui, c'est officiel, le rêve d'être propriétaire s'éteint, non pas dans un seul pays, mais partout. Et quand ce rêve disparaît, d'autres aspects de la vie suivent. Les maisons deviennent des investissements plutôt que des lieux de vie, les gens reportent la parentalité faute d'espace, refusent des emplois mieux payés à cause des coûts de déménagement, et les jeunes générations cessent d'épargner, car à quoi bon économiser pour quelque chose d'inatteignable? On pose pour réflexion, le résultat? Une économie bizarre où ceux qui construisent nos villes, éduquent nos enfants et font tourner la machine ne peuvent plus y vivre. Alors, comment en est-on arrivé là? Si les gens ne peuvent plus peupler ces villes, les prix peuvent-ils encore empirer? Et surtout, que faudrait-il pour arranger ça? Comment en est-on arrivé là? Chaque année, l'université Chapman publie le rapport international sur l'abordabilité du logement de Demographia, l'un des plus complets sur les coûts de vie. Il compare les prix des maisons aux revenus des ménages dans 95 villes comme Sydney, Toronto, Londres ou San Francisco, et montre où le rêve de propriété subsiste ou a totalement disparu. Les chercheurs utilisent le multiple médian, le prix d'une maison typique divisé par le revenu annuel médian d'un foyer. Dans un marché sain, ce chiffre tourne autour de 3. Mais cette année, un fait inédit s'est produit, pour la première fois en 21 ans d'histoire du rapport, aucune ville n'est abordable. La plupart tombent dans les catégories sérieusement ou sévèrement inabordables, où une maison coûte plus de 4 à 5 fois les revenus. Dans 12 d'entre elles, c'est si extrême qu'ils ont créé une nouvelle étiquette, impossiblement inabordable, avec des prix dépassant 9 fois les revenus. Hong Kong mène la danse à 14,4 fois, suivi de près par Sydney à 13,8. Puis San José, Vancouver et Los Angeles. Et ce schéma se répète au niveau national, en Australie, les villes moyennes approchent les 10 fois les revenus, même des endroits comme Perth ou Brisbane sont moins abordables que New York. Au Canada, l'abordabilité s'effondre depuis les années 2000, Vancouver est parmi les villes les moins accessibles au monde depuis 18 ans, et Toronto suit. À Londres, c'est 9 fois les revenus, et la moyenne britannique a grimpé à 5,6, le double des années 1990. Même aux États-Unis, connus pour leurs banlieues étendues et logements bon marché, on est passé de 3,9 avant la pandémie à 4,8 aujourd'hui. Pittsburgh, la plus abordable de la liste, est à 3,2 autrefois normale, maintenant un miracle. Il y a 30 ans, presque toutes ces villes étaient accessibles. Les prix augmentaient en phase avec les revenus, mais aujourd'hui, ils se sont décrochés. Les auteurs du rapport parlent d'une menace existentielle pour les classes moyennes, et c'est clair pourquoi, quand les prix grimpent plus vite que les salaires, les effets se propagent. Les familles retardent les enfants, les travailleurs refusent des postes meilleurs faute de pouvoir déménager, et les jeunes perdent l'accès à ce qui était le pilier de la vie moyenne, posséder sa maison. On pose, alors, si ce n'était pas un problème il y a 30 ans, qu'est-ce qui a changé? Autrefois, une maison était un abri, un besoin de base. Aujourd'hui, c'est une stratégie d'investissement mondiale. Mais ce n'est pas seulement le logement, ces dernières décennies, tous les actifs terrains, actions, même l'art ont explosé en prix. Pourquoi? Les riches, entreprises et fonds ont plus de cash que jamais, et ils cherchent des placements sûrs. Quand les fortunés gagnent plus, ils n'achètent pas plus d'épiceries, ils investissent dans des actifs. Le logement a été le plus touché car c'est essentiel et facile à posséder, louer ou emprunter contre. Ça a boosté la demande artificiellement, pendant qu'on limitait l'offre arbitrairement. Ça partait de bonnes intentions, protéger les espaces verts, contrôler l'étalement urbain, préserver le caractère des quartiers. Mais avec le temps, ça s'est transformé en restriction de zonage, limite de hauteur, minimum de parking, approbation interminable, tout ça ralentit la construction et fait grimper le coût des terrains constructibles. Ces contraintes ont déformé le marché, les prix ne reflètent plus les briques et la main-d'œuvre, mais une rareté créée par les politiques. Avec la baisse des taux d'intérêt et l'afflux de capitaux mondiaux,
plus d'argent chase le même nombre limité de maisons. Investisseurs, fonds et systèmes de retraite ont vu l'immobilier comme un rendement stable anti-inflation. Emprunter à 3% pour un bien qui grimpe de 7% par an. Pas besoin d'y vivre, juste de le posséder. Les prix peuvent-ils encore empirer? Ce virage a transformé les maisons en produits financiers, acheteurs institutionnels gobent des maisons familiales en masse, investisseurs étrangers les utilisent comme réserve de valeur, et même les ménages ordinaires voient l'immobilier comme une valeur sûre qui monte toujours. Cet afflux d'argent cible les villes en tête de liste de Demographia, où la rareté propulse les prix. Plus le logement vaut cher, plus il attire de capitaux, créant une boucle entre pénurie et spéculation. Pendant ce temps, les salaires stagnent. Au XXe siècle, revenus et prix avançaient ensemble, la productivité augmentait les gains, les villes grandissaient et construisaient plus. Mais dans les années 1990, ça a divergé, commerce mondial, automation et délocalisation ont plafonné les salaires moyens, même si les coûts de vie montaient. Aux États-Unis, les salaires réels médians n'ont grimpé que de 10% en 20 ans, tandis que les prix des maisons ont doublé, triplé ou quadruplé. Avant, un seul salaire suffisait pour une maison familiale, un deuxième permettait mieux. Mais une fois tous les couples à deux revenus, les vendeurs l'ont su et les prix ont suivi. Au lieu d'améliorer l'accès, ça a juste doublé les coûts. Et comme les prix montaient plus vite, les gens s'endettaient plus de revenus pour l'hypothèque, banques prêtaient car le marché semblait sûr, et ces prêts plus gros permettaient des enchères plus hautes ou une boucle auto-alimentée. Puis la pandémie a tout secoué, le télétravail a dispersé la demande vers les petites villes, mais sans résoudre le fond. Coûts de construction ont explosé, chaînes d'approvisionnement cassées, inflation des matériaux, pénurie de main-d'œuvre partout. Quand les taux ont remonté, emprunter est devenu cher, mais les prix n'ont pas chuté car personne ne vendait. Des millions de propriétaires bloqués avec des taux bas refusaient de bouger, gelant l'offre. Les gouvernements ont aidé, mais mal, plus de déductions fiscales, subventions pour premiers acheteurs. Problème, sans plus de maisons, donner de l'argent fait juste monter les enchères sur les mêmes biens. En résumé, ce n'est pas une cause unique, mais une réaction en chaîne, restrictions sur les terrains, afflux d'argent bon marché, salaires stagnants face à des actifs en hausse, et des rustines temporaires qui empirent tout. C'est pourquoi les villes les plus riches sont maintenant les moins abordables. Que faudrait-il pour réparer ça? Pour des millions de familles moyennes, la propriété n'est plus envisageable. À Los Angeles, Sydney ou New York, beaucoup de locataires dépensent 30 à 35% de leurs revenus juste pour un toit au-delà du seuil d'inabordabilité. Les premiers acheteurs ont maintenant la fin de la trentaine ou début quarantaine, 10 ans de plus que leurs parents. Quand les gens ne peuvent vivre près de leur job, ils arrêtent de bouger pour des opportunités. Aux États-Unis et au Canada, on voit un exode vers les petites villes, ce que les économistes appellent contre-urbanisation. Ça booste les régions, mais prive les grandes villes de travailleurs essentiels, enseignants, infirmiers, artisans, personnel hôtelier. Un marché logement bloqué bloque le marché du travail, productivité ralentie, innovation se diffuse moins, inégalité s'aggrave. Pendant que locataires et nouveaux acheteurs triment, les propriétaires existants s'enrichissent, leurs biens valorisent par rareté, pas par effort. Mondialement, la valeur immobilière est 3 fois et demi le PIB annuel global. Même pour ceux qui accèdent, c'est risqué, dettes élevées, peur d'un choc économique. Mais des solutions émergent. En Nouvelle-Zélande, le plan Going for Housing Growth de 2023 oblige les conseils municipaux à zoner pour 30 ans de demande logement, rendant l'offre prévisible pour éviter les spirales. Aux États-Unis, Minneapolis et la Californie assouplissent le zonage unifamilial, duplex et petits immeubles dans des quartiers autrefois réservés aux maisons isolées, augmentant l'offre où les gens veulent vivre. Singapour va plus loin, 90% des ménages propriétaires grâce à un programme public massif. Le gouvernement achète des terrains, construit en échelle, vend des appartements subventionnés aux citoyens traitant le logement comme une infrastructure, comme route ou école, pour une propriété quasi universelle. D'autres ciblent la spéculation, Hong Kong et le pays de Galles taxent lourdement les secondes résidences, jusqu'à 300% de taxes locales au pays de Galles. Taïwan impose jusqu'à 45% sur les ventes en moins de 2 ans, décourageant les flips rapides. Aux Pays-Bas, certaines villes interdisent aux investisseurs d'acheter dans des quartiers pour les réserver aux locaux. Aux États-Unis, la loi End Hedge Fund Control of American Homes Act vise à bloquer les fonds et grandes firmes d'acheter des maisons familiales. Pour fixer cette crise, il faut plus de logements, mais aussi repenser qui les achète, où on construit, et quelle économie ils soutiennent. Au fond, c'est une vague d'argent inondant quelques actifs, noyant les classes moyennes et basses.
Sans rééquilibrage, aucune réforme ne rendra les maisons vraiment accessibles. Si vous voulez comprendre pourquoi les inégalités atteignent un point critique et comment on en est arrivé là, j'ai une vidéo entière sur ce sujet, cliquez dessus à l'écran. Merci d'avoir regardé, à bientôt.